Bonjour à tous et bienvenue dans la tour de commandement, votre source d'information pour le format commandeur de Magic. Je suis Erony, mais je serai votre commandant durant toute cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode un petit peu spécial, c'est-à-dire le premier un nouveau type d'épisode, tout simplement, les deck tech. Donc on va prendre un commandant et on va essayer de builder un deck autour de ce commandant-là. Évidemment, là on va parler des commandeurs 2018, vu qu'on a décortiqué un petit peu les decks, on a parlé des cartes en elles-mêmes, une par rapport au deck de base. Mais là on va carrément prendre un des commandants et ensuite builder un nouveau deck autour avec toutes les cartes à notre disposition dans Magic. Une précision importante, c'est un petit peu le plan des vidéos deck tech, du coup on va essayer de garder ça, de rester constant pour que vous soyez au courant un petit peu de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on va pas faire exactement la liste du deck, même s'il y a un deck final qui sera listé sur Magicville, et le lien sera dans la description de la vidéo, mais s'il vous plaît écoutez quand même la vidéo avant, ne partez pas tout de suite. L'intérêt c'est d'avoir surtout des options en fait, des cartes qui sont proposées, à vous de voir après selon vos envies et vos disponibilités de cartes ce que vous voulez mettre dedans. Donc là vous êtes totalement libre bien sûr, vous êtes libre comme l'air, vous ne devez pas vous tenir uniquement à ce que je vous ai dit ici. Mais je pense évidemment à tous ceux qui sont nouveaux joueurs dans le Commander ou même tout simplement dans Magic. Et j'ai décidé de faire cette vidéo en deux parties, c'est-à-dire la première étant une partie qui va vraiment parler du deck de base, celui que moi je construirai en tant que joueur de Commander si je le construis, avec les cartes disponibles et éventuellement des cartes à acheter, voilà, comme ça vous êtes au courant. Et derrière je vais faire une deuxième partie, une partie dédiée aux cartes qui pourraient rentrer dans le deck, et qui font partie en fait des 2 dernières années de Magic, c'est-à-dire les éditions normales, donc on parle du bloc Kaladesh, on parle du bloc Amonkhet, de Ixalan, Dominaria et du Core 2019 qui vient de sortir. Mais on parle aussi de quelques éditions spéciales, alors pas toutes, c'est-à-dire je prends les duel decks, je prends également Battle Bond, qui est une édition spéciale qui est plutôt bien éditée. Bon, je prends pas Unstable parce qu'Unstable c'est Unstable, donc du coup c'est pas vraiment des cartes réellement jouables et envisageables dans un deck. Mais par contre en fait les cartes que je ne vais pas prendre c'est celles des decks, enfin des Masters, des éditions Masters, parce que malheureusement trop cher et donc du coup pas assez accessible pour les très nouveaux joueurs. Et de l'autre côté j'évite tout ce qui est Commander Anthology, le Planechase Anthology aussi, et le Spellbook Jace aussi qui est sorti, mais bon il n'y avait pas vraiment de cartes intéressantes à ce niveau là. Sachant que évidemment on retrouve les différentes éditions Commander, donc j'ai mis le Commander 2016, 2017, et bon le 2018 il y a déjà des cartes qui vont être éventuellement de base dans le deck. Oui, parce que ça veut... C'est pas parce que je dis qu'on va accentuer la deuxième partie sur les cartes plus récentes qu'il va pas y en avoir dans la première partie. Parce qu'il y a des cartes récentes qui sont intéressantes pour le deck qu'on va faire aujourd'hui, et qui est justement le deck de Saeli la talentueuse. Donc oui, on va recommencer depuis le début avec le deck artefact. Et ben du coup, on va partir un petit peu sur l'analyse déjà du commandant et qu'est-ce qu'on va faire derrière dans le deck. Commençons par lire justement Saeli la talentueuse. Donc c'est un Planeswalker légendaire Saeli qui coûte 4 mana dont un bleu et un rouge, qui vient avec 4 de loyauté. Avec un premier +1, créer un jeton de créature artefact 1/1 incolore cerveau. Un deuxième +1, le prochain sort que vous lancez ce tour-ci coûte 1 de moins à lancer pour chaque artefact que vous contrôlez au moment où vous le lancez. Et ensuite un -7. Pour chaque artefact que vous contrôlez, créez un jeton qui en est une copie. Ces jetons acquièrent la célérité. Exilez ces jetons au début de la prochaine étape de fin. Et en plus, elle peut être votre commandant, ce qui est tout à fait normal. Alors, quel va être le but de ce deck? Alors, ce deck, j'aime bien le considérer comme un deck boui-boui combo. Pourquoi? Parce qu'on va pas avoir, on n'est pas non plus sur un deck ultra gros, le but c'est pas de mettre un maximum de créatures sur le champ de bataille pour ensuite défoncer vos adversaires. C'est pas un deck contrôle non plus, parce que Saeli elle est plutôt là pour essayer de comboter avec les artefacts, et donc on est vraiment sur du combo, une synergie forte autour des artefacts, et donc il faut aussi comprendre déjà de base qu'on va avoir peut-être un petit peu moins d'interactivité avec les adversaires que d'autres decks possibles. Donc voilà un petit peu quels sont les buts du deck, que je vous présente maintenant. Déjà, il faut posséder suffisamment d'artefacts pour qu'on puisse utiliser le deuxième +1, parce que c'est vraiment cette capacité-là qu'on veut s'accentuer. La première capacité étant tout simplement créer un jeton, ce qui est bien, ça va permettre de défendre Saeli, mais c'est pas non plus ce qui va faire tourner le deck. D'autre côté, le -7, lui étant assez cher, on va quand même envisager aussi le plan avec lui, c'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir des artefacts qui ont en fait des effets d'arrivée en jeu, pour que le -7 fonctionne. Mais pour posséder d'abord suffisamment d'artefacts pour que le deuxième +1 fonctionne, ce qu'on va essayer de faire, c'est surtout d'avoir des artefacts qui coûtent pas trop cher, et donc du coup de pouvoir réduire les coûts ensuite, et de pouvoir lancer des gros sorts gratuitement, ou presque.
Alors du coup, comment qu'on fait tout ça? Eh bien, on va déjà se focaliser au départ. Le but du deck, ça va être de se focaliser sur les petits artefacts utilitaires, genre les cailloux, et les autres qui ont justement des effets d'arrivée en jeu, des réductions de coûts éventuellement. Éventuellement quelques générations de jetons artefacts. Donc pour pouvoir justement générer à la fois du mana avec les cailloux, mais aussi générer la réduction de coûts avec Saeli. Éventuellement faire arriver Saeli sur le champ de bataille plus tôt, c'est encore mieux. Après, il va falloir qu'on trouve nos artefacts et nos cartes les plus chères dans le deck. Malheureusement, ça va souvent être des artefacts, pour des raisons techniques, on est en bleu-rouge, hein, évidemment. Donc du coup, trouver les artefacts chers ou des cartes à jouer qui sont assez chères pour tirer un maximum de profit justement de ce deuxième plus 1, et les jouer pour quasiment que dalle, quoi. Et ensuite, du coup, les jouer et faire en sorte qu'ils aient un énorme impact sur la partie et qu'ils arrivent beaucoup plus tôt que ce qu'il y avait prévu. Et pourquoi pas avec des effets d'arrivée en jeu pour pouvoir éventuellement les dédoubler avec le -7 de Saeli derrière. Donc voilà, c'est un petit peu le plan du deck. C'est combo boui-boui autour des artefacts, on en met un maximum, on réduit les coûts et hop, ready to rumble, comme dirait l'autre. Une petite précision sur ce que vous allez voir durant la vidéo, donc là vous allez avoir les cartes qui seront montrées. Moi je vais rentrer beaucoup moins dans les détails de ce que font les cartes, je vais vous donner les noms, je vais vous donner les coups de mana. Je vais vous expliquer rapidement ce qu'elles font, mais je ne vais pas détailler toute la carte. Si jamais vous avez un doute, si jamais vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à la vidéo pour le coup. Mais surtout, vous allez aussi voir sur la vidéo, je ne vais pas vous les lire en direct parce que malheureusement les prix changent, puisqu'on va parler un petit peu de prix, on va parler un peu d'argent. Je vais vous afficher en fait les premiers prix français des versions en fait les moins chères de la carte en question à chaque fois sur Magic Card Market, qui est le site que j'utiliserai toujours comme référence. Alors là, vous pouvez argumenter comme vous voulez, j'utiliserai toujours comme référence. C'est de la vente entre particuliers, vous pouvez acheter auprès des boutiques, auprès de revendeurs qui en font un petit peu leur métier ou qui font un petit peu d'argent de poche à côté avec. Donc voilà, ça c'est intéressant aussi. Si jamais aussi vous voulez vous vendre vos cartes, vous pouvez totalement le faire de manière libre dessus. Donc pourquoi pas. Mais bon, du coup, les premiers prix français, peu importe l'édition, je vous prendrai l'édition la moins chère aussi, et j'essaierai de prendre quand même en bon état, en état good au minimum, pour que vous n'ayez pas des cartes absolument dégueulasses. Donc comme ça, vous avez un prix de base pour ce genre de cartes. Voilà. Donc comme ça, vous le saurez, c'est un petit bonus, c'est offert par la maison, par la tour surtout, et comme ça, vous saurez un petit peu ce qui vous attend au niveau du budget si vous voulez acheter telle ou telle carte. Mais bon, allez, on va parler un petit peu du deck quand même, et on commence tout de suite par le vif du sujet, ou plutôt par le petit départ du sujet, les cailloux. Oui, il nous faut des artefacts qui produisent du mana, donc du coup on va parler de cailloux. Généralement, je vous explique très simplement comment je fonctionne vis-à-vis des cailloux. C'est les cailloux qui génèrent autant de mana que leur coût de mana, c'est très bien. Ceux qui en génèrent plus, c'est énorme, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Ceux qui en génèrent juste un de moins que leur coût de mana, pour moi ils sont déjà très bons. Si en plus des petits bonus, on peut éventuellement attendre que, par exemple, un caillou à 3 ne produise qu'un seul mana, en fonction du bonus, en fonction du type de mana aussi qu'il va produire, des différentes capacités qu'il a, donc pourquoi pas. Donc voici ma liste. Le premier, ça va être tout simplement l'anneau solaire, qui produit 2 mana alors qu'il n'en coûte qu'un seul, c'est évidemment très bon. Ensuite on passe au caillou à 2 mana, la pierre de l'esprit dont on avait déjà parlé dans la vidéo Commander 2018, le cachet d'Izet, un grand classique, la lentille prismatique, un peu moins classique mais pourquoi pas. La pierre de Guermont, petite explication dessus, elle fait du mana normalement censé être de n'importe quelle couleur que les terrains de vos adversaires peuvent produire. Si vous jouez régulièrement uniquement à 3 joueurs en fait, je vous conseille peut-être de l'enlever, d'essayer de trouver autre chose qui pourrait fonctionner un peu. Mais c'est vrai qu'à partir de 4 joueurs, ça devient un peu plus intéressant et vous aurez au moins une de vos couleurs de mana qui se retrouvera chez les adversaires. À moins que tout le monde joue monocolore sauf vous, et que tout le monde ait pris les autres couleurs. Donc là, ça serait vraiment pas de bol déjà. Mais bon, pierre de Guermont du coup qui peut passer. Urne de pensée, pourquoi? Parce que pas de limite au nombre de cartes dans votre main, c'est toujours intéressant. Ensuite les cailloux à 3 mana, on a la sphère de commandement, pas la sphère de commandement, j'essaie de tout transformer comme la tour. C'est la sphère du commandant, excusez-moi. En plus je l'ai dit plusieurs fois durant mes vidéos précédentes, je suis pas trop content. Donc voilà, de la pioche en plus, si jamais vous en avez plus besoin. Mais bon, ça on va éviter de la sacrifier. Monolithe de basalte, celui-là pas trop classique, étant donné qu'il fait 3 mana, il arrive pour 3 aussi, mais il se dégage pas à l'étape de dégagement. Donc du coup vous pouvez aussi payer 3 pour le dégager. L'avantage c'est que du coup si jamais vous avez un tour où vous n'avez pas d'utilité à utiliser tout votre mana, vous pouvez ensuite le détaper pour pouvoir refaire 3 mana avec. L'avantage c'est que finalement avec la réduction de coût, c'est quand même 4 mana qui sont générés d'un coup. Enfin bon, 3 mana générés et une réduction de coût, donc pourquoi pas. Ensuite, l'ouvrier métallurgiste. Alors celui-là, c'est un de mes préférés. Je l'ai acheté une fois, je l'ai mis dans tous mes decks artefacts depuis, ça a toujours été une bombe.
Oui, une bombe à 3 mana, oui. C'est une créature artefact, c'est le seul caillou que j'ai mis qui en est un. C'est une 1-2 en fait, qui va vous faire révéler en s'engageant un nombre d'artefacts depuis votre main. Et vous allez ajouter 2 mana incolores à votre réserve pour chaque artefact révélé de cette manière. Donc du coup ça fait beaucoup de mana d'un coup. Et surtout en fait vous pouvez évidemment lancer les artefacts que vous avez révélés avec le mana qui a été généré, donc c'est d'autant plus utile. Donc moi je l'aime bien, il génère beaucoup de mana très rapidement, donc pourquoi pas. Lanterne chromatique qui fixe à peu près tous vos terrains, moi j'aime beaucoup la jouer en commandeur de manière générale, voilà. Relique de la coalition, alors celui-là il faut peut-être que je m'explique un petit peu, parce qu'il fait du mana n'importe quelle couleur, c'est toujours un caillou à 3, hein. Et il y a une autre capacité où vous l'engagez pour mettre un marqueur charge, et derrière, au début de votre première phase principale, vous allez enlever tous les marqueurs charge dessus et ajouter un mana de n'importe quelle couleur pour chaque marqueur charge retiré de cette manière. Mais alors, d'habitude, l'intérêt c'est de justement augmenter le nombre de marqueurs dessus. Là, il n'y en a pas. L'avantage en fait, c'est que vous pouvez du coup générer 2 mana avec la relique sur un même tour. À vous de voir quand est-ce que vous l'utilisez, si jamais vous avez prévu d'avoir un tour un peu plus explosif que les autres, et du coup vous prévoyez un petit peu en avance. Donc moi je vous le conseille, ça peut être intéressant selon votre logique du deck. Ensuite, les cailloux à 4. Alors là j'ai réduit un petit peu le nombre, on n'en a que 2. La Dynamotrane qui génère 3 incolores, très bien pour un deck artefact. Et l'Archivédron qu'on connaît déjà, hein, donc il fait aussi 2 mana et qui fait piocher éventuellement si vous en avez besoin. Et le dernier caillou qui n'en est pas vraiment un, mais je le mets toujours dedans, je suis désolé, hein, il y a des gens qui seront peut-être pas d'accord. C'est Luonarcé Intimide qui coûte 5 mana. Et au début de la première phase principale de chaque joueur, si elle est dégagée, il va du coup ajouter un nombre de mana incolore équivalent à son nombre d'artefacts. Évidemment, vous en aurez bien plus que les autres, à la limite vos adversaires en auront 2 ou 3. Et encore, il y a aussi moyen que Luonarcé Intimide, vous puissiez l'engager avec quelques sorts qu'on a mis dans le deck, notamment les sorts avec l'improvisation. Donc pensez-y aussi, parce que si elle est engagée pendant le tour des adversaires, eh ben, ils auront rien du tout, et vous aurez tout le bénéfice au début de votre tour. Voilà, comme ça vous êtes au courant. Petite synergie qu'il faut évidemment mettre en avant. Et le dernier de nos cailloux, je vous l'ai gardé pour la fin, il coûte 0 celui-ci. Oui, vous avez bien entendu, c'est une crypte de mana. Il s'engage pour faire 2 mana incolores, mais en plus, au début de votre entretien, vous jouez à pile ou face en fait. Et si jamais vous perdez, elle vous inflige 3 blessures. Alors c'est un peu qui tout double, mais en début de partie, ce genre d'artefact peut être très important. Sachant qu'il vous fait 2 mana pour 0, c'est encore mieux qu'Anneau Solaire, même si derrière ça peut vous infliger des blessures. 3 blessures en commandeur, c'est quelque chose de tout à fait acceptable, sachant que ça ne sortira pas à chaque tour, à moins que vous n'ayez pas de chance du tout. Si vous ne l'aimez pas, ne la mettez pas, sachant en plus que le prix peut être assez élevé. Donc je pense que, voilà, c'est une proposition, mais moi je pense que je le mettrai dans le deck. A vous de voir si elle vous plaît autant, cette crypte de mana, et qu'elle vous attire dans son tombeau. Ensuite on va parler des autres artefacts, les artefacts utilitaires, ceux qui ont les effets d'arrivée en jeu aussi. Donc là vous allez voir un petit peu la liste, vous allez vite comprendre de quoi il s'agit. Donc on a le pince-crâne déjà, beaucoup de gens ne vont pas l'aimer, mais il y a une très bonne synergie au sein du deck. C'est un artefact équipement pour 1 qui va en fait faire un +1/-1 sur la créature équipée et qui fait piocher 2 cartes quand la créature équipée meurt. L'intérêt ici, ce sont en fait les cerveaux de Sahéli. Étant donné que ce sont des 1-1, vous pouvez du coup les sacrifier avec le pince-crâne en l'équipant dessus et vous piochez 2 cartes automatiquement. C'est un très bon moteur de pioche de manière générale, même un moteur de combo dans certains decks. Bon, ici ça n'est pas le cas, mais le fait d'avoir justement ce moteur de pioche constant est plus qu'intéressant en fait. Ensuite on parle un petit peu réduction de coût, on a Sculpteur d'Etherium qu'on a gardé, qui réduit vos sorts d'artefacts de 1, donc vous payez 1 moins pour les lancer, c'est parfait. Un autre moteur de pioche, l'Atlas Infini, qu'on a gardé du Commander 2018, 2 mana, puis vous payez 2, vous l'engagez pour piocher une carte si vous contrôlez 3 terrains du même nom, parfait, on est dans un deck bicolore. La source de microsynthèse, pour éventuellement aussi aller fixer vos terrains, donc aller chercher directement un terrain dans la bibliothèque et mettre dans votre main. Et en plus il le fait aussi quand il quitte le champ de bataille, enfin quand il est mis au cimetière, pardon, soyons plus précis, donc pourquoi pas. Un autre réducteur de coût que j'ai mis dans la catégorie artefact, même s'il n'en est pas un, c'est un Eldrazi, c'est le héros de Kozilek qui coûte 3, un bleu, un rouge, et en fait qui va réduire le coût de vos sorts incolores de 1. Donc incolore ça inclut les artefacts, sauf les artefacts qui ne sont pas colorés. Donc là voilà, bien sûr. Mais l'avantage c'est qu'il y a aussi d'autres créatures dans le deck qui ne sont pas des sorts d'artefacts et qui sont incolores, donc oui, il va falloir qu'on en parle à un moment ou à un autre, ça va sortir bientôt, vous inquiétez pas. L'inspecteur de la fonderie, un autre réducteur de coût pour 3, donc encore une créature artefact qui réduit de 1 le coût de vos sorts d'artefacts, parfait. Un autre de mes réducteurs de coût qui peut être mon préféré, honnêtement, de tous les temps,
Bon, peut-être pas de tous les temps, mais celui-là est très très bien. C'est l'enclume d'apparence, en fait, qui a l'empreinte. Au moment où vous allez, elle va arriver sur le champ de bataille, vous allez exiler en fait une carte non-terrain de votre main. Et tous les sorts que vous lancez qui ont un type de carte en commun avec la carte exilée coûtent 2 de moins à lancer. 2, c'est beaucoup, hein. Sachant en plus que ça n'est pas une créature, donc c'est un énorme avantage, ça fait qu'il ne meurt que sur les removals à artefacts, tout ce qui va détruire les artefacts directement, et non pas des créatures, contrairement aux autres réducteurs qu'on a pu voir avant. Donc, très bien, moi je vous le conseille, essayez-le et dites-moi si ça vous a plu. Ensuite, un classique du commandeur, les effets d'arrivée en jeu, ça lui plaît bien, c'est le simulacre solennel, une créature qui va en fait aller chercher un terrain et le mettre sur le champ de bataille engagé quand il arrive, et quand il meurt, vous piochez une carte, donc très bien, toujours un grand classique du commandeur qui fonctionne, ma foi, pas mal du tout. Ensuite, l'horloge débridée à 4 mana, donc qui permet de dégager tous les artefacts que vous contrôlez à l'étape de dégagement de chaque autre joueur. Ça, c'était vraiment le but de générer un maximum de mana aussi pendant les tours adverses. Alors, on n'a pas beaucoup d'options pour jouer pendant les tours adverses, hein. On est plutôt proactif, on joue pendant notre tour et non pas réactif pour jouer en réponse à ce que font les adversaires. Mais quand même, de temps en temps, avoir du mana supplémentaire, ça permet quand même d'avoir des réponses et quelques solutions durant les tours adverses. Et on va en parler après, les solutions. Un autre réducteur de coût, celui-ci un peu plus global, c'est le familier de Jhoira, qui coûte 4, et en fait qui va réduire le coût de vos sorts historiques de 1. Historique, je vous rappelle, parce qu'on va en parler un petit peu quand même dans cette vidéo. Ce sont les sorts d'artefacts, ce sont les sorts légendaires, donc Planeswalker légendaire ça passe, créature légendaire ça passe, les rituels légendaires ça passe aussi. Donc voilà, donc il y a tous ces sorts là, plus les sagas, mais il n'y en a pas dans le deck, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Donc du coup, comme il est assez polyvalent, je l'ai gardé je l'ai mis dans le deck, étant donné qu'il va aussi permettre de réduire le coût de votre commandant et des quelques créatures légendaires qu'on a pu mettre dans le deck. Donc, hein, et des autres Planeswalkers bien sûr, parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Ensuite, un classique aussi du commandeur, le Métamorphe Phyrexian, qui coûte 4 mana, dont 1 mana Phyrexian bleu, donc vous pouvez le payer avec 2 points de vie à la place. Et surtout, c'est un change-forme qui peut prendre en fait l'apparence, enfin qui peut arriver en tant que artefact ou créature, sachant que dans les deux cas, il est un artefact en plus de ses autres types. Donc c'est un métamorphe artefact en fait. Très intéressant, très polyvalent surtout, puisque du coup vous pouvez faire en sorte qu'il copie un artefact et du coup il est beaucoup moins atteignable, au niveau des anti-bêtes, puisque voilà, il n'est plus une bête bien sûr. Et vous pouvez éventuellement, je ne sais pas, avoir des combos avec quelques artefacts ou alors tout simplement bénéficier de certains bonus. Donc écoutez, hein, on en profite un petit peu, on essaie de voir ce que ça peut donner, mais c'est un grand classique dont on ne pouvait pas se passer dans ce deck. Ensuite, le chantier de miroir, un artefact pour 5 celui-ci. On a parlé dans le Commander 2018, en fait, vous faites une copie de chaque artefact non-jeton qui arrive sur le champ de bataille, si vous payez 2. Donc c'est assez intéressant. J'ai préféré prendre celui-là plutôt que ceux qui demandaient un coût d'activation, parce que malheureusement, Saeli ne réduit pas les coûts d'activation. Celui-là, il n'a qu'un coût de 2. Il copie certes qu'une seule fois, vu que c'est au moment de l'arrivée sur le champ de bataille, mais ça peut nous intéresser, donc du coup voilà. Après, est-ce que c'est pas non plus très synergique avec le -7 de Saeli, mais bon, écoutez, on fait ce qu'on peut. Alors la prochaine carte, en fait, c'est une carte que je vais justifier tout de suite, avant même de prononcer son nom. C'est une carte en fait qui est là pour éventuellement remplacer Saeli, c'est-à-dire que quand Saeli n'est pas là, évidemment, elle a été détruite plusieurs fois d'affilée. Voilà, c'est dur quand même hein, pour un Planeswalker, enfin pour un commandant de manière générale avec la taxe. Il faut qu'on ait quelque chose pour que le deck tourne quand même. Et là on a la machine paradoxale qui coûte 5 mana, c'est l'artefact légendaire celui-ci, et à chaque fois que vous allez lancer un sort, vous dégagez tous les permanents de non-terrain que vous contrôlez. Donc là le but c'est d'avoir la machine paradoxale et quand même pas mal de cailloux derrière pour faire beaucoup de mana et permettre de lancer vos sorts. Tant que vous aurez du gaz en main, ça va être énorme parce que vous pouvez accumuler du mana aussi, vous engagez tous vos cailloux, vous utilisez seulement une partie du mana qu'ils ont généré pour ensuite lancer le sort. Du coup vous avez encore du mana, donc ça dégage tout, vous avez encore du mana qui traîne, vous pouvez faire ça à nouveau, etc. tant que vous avez des cartes en main. Donc honnêtement, moi la machine paradoxale c'est une carte de combo, hein, elle est là pour ça. J'ai un deck dans lequel je joue, c'est assez dégueulasse quand elle est là, donc voilà, je vous le conseille fortement dans ce deck-ci.
Alors on va passer rapidement sur quelques cartes du Commander 2018 dont j'ai parlé dans la vidéo, donc si vous ne l'avez pas vu, écoutez, je ne peux que vous inviter à aller regarder ça. On a la lame de la nouvelle Phyrexia, une bonne protection pour tous vos permanents. Le répliquant, un bon removal qui va exiler une créature, donc très bien, même si bon, après il a le petit bonus de pouvoir être change-forme. On a les Scoufles en fer d'acier, justement, anti-permanent embêtant. C'est l'un des seuls moyens de gestion qu'il y a dans le deck, donc du coup on en profite. Ensuite, on avait besoin d'une moyenne de pioche, donc on a l'oracle de Gré, qui coûte 7 mana, et en fait, quand elle arrive sur le champ de bataille, vous choisissez un adversaire et vous piochez autant que la différence entre votre main et celle de l'adversaire. Donc du coup, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir repiocher au niveau de la main de l'adversaire. Alors il faut espérer que vous ne soyez pas celui qui ait le plus de cartes en main. Normalement, ce deck-ci ne pioche pas non plus comme un fou, mais peut-être suffisamment pour que vous soyez parfois un petit peu devant, voilà. Mais bon, on va espérer que l'oracle de Gré tombe au bon moment. Autre carte qui a été gardée du Commander 2018, la Sphinge écailleuse, très bien, une créature qui va générer encore plus d'artefacts en fonction des dégâts faits aux adversaires par les artefacts que vous contrôlez. Voilà, on fait des mécanoptères à chaque fois, c'est parfait. En plus c'est pour chaque créature artefact, donc c'est vraiment, ça peut vraiment aller assez vite et finalement faire que Saeli, elle a 10 artefacts sur le champ de bataille rien qu'à cause de la Sphinge. Et ben voilà, c'est la fête quoi. Ensuite, on a besoin de removal, j'en ai un très bien pour vous, c'est l'échine d'Ish-Sa, qui coûte 7 mana, qui est un simple artefact, et quand elle arrive sur le champ de bataille, vous détruisez un permanent ciblé, donc n'importe quel permanent, et si jamais elle est mise au cimetière depuis le champ de bataille, en fait, vous allez la renvoyer dans votre main, donc c'est très bien, on a une récursion, mine de rien, qui est auto-inclus dedans, donc c'est vraiment le top du top pour permettre de gérer n'importe quel permanent embêtant. Et alors, le dernier utilitaire, c'est le pinacle, le top du top de ce que je peux vous proposer dans ce deck, parce qu'il n'y a rien qui passe au-dessus. Si vous jouez artefact, vous êtes obligé de l'avoir, enfin, peut-être pas obligé non plus, mais c'est fortement conseillé en fait pour pouvoir protéger votre deck. C'est la Forge de Sombre Acier, qui coûte 9 mana et qui rend tous vos artefacts indestructibles, de manière permanente, hein. Tant qu'elle est là, c'est le cas. Donc du coup, vraiment très intéressant, j'ai pas grand chose à dire dessus, c'est vraiment une carte que vous devez d'avoir en fait dans le deck si vous voulez protéger un maximum vos artefacts. Sachant en plus que dans ce deck ici on ne fonctionne pas sur le sacrifice contrairement à d'autres, donc on n'a vraiment pas envie de voir nos artefacts au cimetière, on a très peu de moyens de récursion, donc voilà, il faut qu'on arrive à établir notre board et à le garder en vie, donc Forge de Sombre Acier. Alors on a quelques autres utilitaires qui sont là, qui ne sont pas artefacts malheureusement, mais on va en parler rapidement. On a l'ingénieur en chef qui donne à tous vos artefacts la convocation. Donc vous pouvez en fait engager vos créatures pour réduire le coût en mana de la carte. Donc c'est un peu comme l'improvisation, sauf que là ce sont uniquement les créatures, et que donc du coup ce sont vos sorts d'artefacts qui l'ont. Donc assez intéressant, je pense que ça peut être assez utile. Surtout qu'en plus, vos créatures artefacts peuvent s'engager pour réduire le coût d'une créature artefact, puisque c'est toujours un sort d'artefact, même s'il est aussi créature. Donc voilà, intéressant. Ensuite, on a l'autre Saeli Rai, qui coûte 3 mana, un bleu, un rouge, enfin dont un bleu et un rouge, pardon, qui arrive avec 3 marqueurs sur elle. Un petit +1 sympathique, regard 1, puis elle inflige une blessure à chaque adversaire. Voilà, bon, c'est un petit ping tranquille. Faut pas le faire trop souvent. Ce qui nous intéresse surtout ici, c'est le -2. Vous créez un jeton en fait qui est une copie d'un artefact ciblé ou d'une créature ciblée que vous contrôlez, excepté que c'est un artefact en plus de ses autres types. Et ce jeton qui a la célérité, vous l'exilez à la prochaine étape de fin. C'est un petit peu comme tout simplement la Saeli du deck, excepté que bon, celle du deck va uniquement créer des copies d'artefacts, alors que celle-ci peut créer aussi des copies de n'importe quelle créature. Alors évidemment, n'importe quelle créature, il n'y en a pas non plus des masses qui ne sont pas des créatures artefacts, quoique, vous allez voir dans la fin du deck, quand on va parler un petit peu des bombes du deck, qu'il y en a quelques-unes. Et le -7, vous pouvez aller chercher jusqu'à 3 cartes d'artefacts dans votre deck et les mettre sur le champ de bataille. Bon, c'est avec des noms différents, mais vu qu'on est en commandeur, il n'y a pas trop de problème. Donc voilà, Saeli, je pense que ça va surtout, cette Saeli Rai, elle va surtout s'orienter autour du +1 et du -2, mais surtout du -2 quand même. Le but c'est justement de pouvoir, bon, non pas comboter avec, mais surtout faire en sorte qu'elle fasse des copies à la place du -7 de la grande Saeli, celle du deck.
Voilà. Ensuite, je vous avais parlé assez longuement de cet enchantement dans l'analyse du deck Commander. C'est le réseau de mécanoptères espions qui vous fait au début de votre entretien un mécanoptère si vous contrôlez un autre artefact. Et en plus, à chaque fois qu'il y a au moins une créature artefact que vous contrôlez qui inflige des blessures de combat, vous piochez une carte. Donc voilà, un petit moteur de pioche sympa, un bon moteur de génération d'artefacts. Donc pourquoi pas, sachant que vous allez être très souvent avec au moins un artefact sur le champ de bataille, donc il n'y a pas trop de problème à ce niveau-là. Alors là, on passe sur une carte qui est indémodable, indépassable au niveau des decks artefacts. Si jamais vous jouez bleu et artefact, vous êtes quasiment obligé de l'avoir dans votre deck. C'est Padim, Consul de l'innovation, qui coûte 3 mana génériques et 1 bleu. C'est une 1/4, créature légendaire Vedalken et artificier. Les artefacts que vous contrôlez ont la défense talismanique. Et en plus, si vous avez au début de votre entretien l'artefact avec le plus gros coût de mana ou qui est ex aequo avec un autre, vous piochez une carte. Donc très intéressant, un moteur de pioche vraiment sur la longue durée, parce que évidemment vos adversaires ne vont pas avoir des énormes artefacts, à part quelques exceptions bien sûr, mais en plus la protection de tous les artefacts derrière avec la défense talismanique c'est vraiment terrible. Donc on adhère à 100% sur Padim, qui est toujours un très bonne carte de commandeur. Alors on parlait de pioche, ici j'en ai un autre qui se base aussi sur les coûts convertis de mana, qui est très récent, c'est de M19, c'est Fusion avec la machine qui coûte 3 mana et 1 bleu, un rituel qui vous fait piocher un nombre de cartes égal au coût converti de mana le plus élevé parmi les artefacts que vous contrôlez. On va en avoir des gros, les artefacts, mais ne serait-ce que déjà avoir un artefact qui coûte 4 et lancer ce sort, c'est déjà très rentable, hein. Je veux dire, piocher une carte pour 1 mana à chaque fois, donc là 4 pour 4 c'est terrible, donc honnêtement, c'est déjà une carte qui est très rentable dans ce deck, et à mon avis, vous saurez l'utiliser à bon escient. Alors, je vous avais parlé de l'historique, là on va parler de Joyra, capitaine de l'Aquilon, 4 mana dont un bleu, un rouge, une créature légendaire 3/3, qui va vous faire piocher à chaque fois que vous lancez un sort historique, encore une fois. On parle de l'historique, mais c'est vrai que c'est très intéressant de pouvoir piocher du coup à chaque sort historique, à chaque légendaire aussi, à chaque artefact, c'est vraiment très intéressant, et ça reste pour moi une des cartes incontournables de ce deck. Un autre sort de pioche peut-être un peu plus faible que Fusion avec la machine, c'est Rétro-ingénieur, donc qui est aussi dans le Commandeur 2018, un sort de pioche qui vous fait piocher 3 avec l'improvisation pour 5. Donc voilà, regardez si vous voulez le garder, mais je pense que c'est vraiment un sort qui reste très intéressant de manière générale. Et on finit avec 2 Planeswalkers en cette catégorie utilitaire, Tezzeret, maître artificier, donc de M19, ce qui vient de sortir, donc pour 5 mana, dont 2 bleus, une Planeswalker légendaire Tezzeret 5 à 5 de loyauté, donc c'est vraiment très intéressant, 5 pour 5. Ensuite un +1 qui fait un mécanoptère avec le vol, donc 1-1. Un 0 qui vous fait piocher une carte, mais qui vous en fait piocher 2 si vous contrôlez au moins 3 artefacts, donc c'est vraiment aussi extrêmement intéressant, bon moteur de pioche, une génération d'artefacts volants en plus, on est content, et un -9 qui dit que vous gagnez un emblème qui vous dit qu'à chaque étape de fin, vous allez aller chercher dans votre bibliothèque une carte de permanent, n'importe quel permanent, et vous la mettez sur le champ de bataille. Donc honnêtement, très intéressant, il y a un petit peu de tuto, donc si vous arrivez au -9, mais ne serait-ce que le moteur de pioche, il est quand même assez énorme dans ce deck, et plus derrière le fait de générer des tokens volants, c'est vraiment très intéressant, bonne protection, vraiment un très bon Planeswalker celui-ci. Et l'autre, c'est évidemment l'autre Tezzeret, c'est Tezzeret le chercheur, qui coûte 5 mana lui aussi, dont 2 bleus, avec 4 marqueurs loyauté. Le +1 dégage jusqu'à 2 artefacts ciblés, très bien, on a des cailloux qui demandent qu'à être dégagés. Un -X qui va chercher dans votre bibliothèque une carte d'artefact qui coûte X ou moins, et qui la met en jeu surtout, ça c'est très intéressant, c'est un bon tuto. Et le -5 qui rend vos artefacts 5/5 jusqu'à la fin du tour, ça devient des créatures artefacts, même si ce sont des artefacts tout simples. Donc vous pouvez, même avec ce -5, déjà déborder vos adversaires si vous avez réussi à gérer suffisamment le board en fait. Ou si le board est plutôt vide, donc voilà, vous avez vraiment moyen de vous en sortir avec ça. Donc honnêtement, plein de bonnes cartes ici, même sans être des artefacts, il y a une énorme synergie, donc pourquoi pas. Ensuite j'ai quelques petits tutos pour vous, j'en ai pas beaucoup, mais alors je vais mettre tuto et assimilé, parce qu'il y a une carte dont je parlerai à la fin, qui n'est pas vraiment un vrai tuto, mais vous allez voir pourquoi est-ce que je l'ai mise. On a la fabrication, un classique, pour 3 mana dont un bleu, un rituel qui va chercher un artefact dans votre bibliothèque et qui la met dans votre main, voilà, parfait. On a ensuite refonte, désolé j'ai que la version anglaise actuellement, qui coûte X et 2 bleus, un rituel qui vous demande de sacrifier un artefact en plus du coup,
et qui va chercher dans votre bibliothèque un artefact qui coûte X ou moins, et qui le met directement sur le champ de bataille. Donc très intéressant, le fait de sacrifier un artefact, c'est pas trop grave. En plus, avec la réduction de coût de Saeli, c'est bien pour le coût de X. On est assez content de ça, donc pour moi, très bonne carte. J'ai hâte de voir ce que vous allez nous chercher comme artefact avec. Ensuite, une carte que j'ai détestée quand elle a été spoilée parce que je l'ai trouvée très nulle, c'est le ronronnement de l'inventivité. Elle a trouvé une place dans ce deck, coûte X et 3 mana bleus, c'est un éphémère celui-ci, avec l'improvisation en plus, qui fait chercher dans votre bibliothèque une carte d'artefact avec un coût convertible inférieur ou égal à X, que vous mettez sur le champ de bataille encore une fois. Je vous conseille quand même tout de même de la jouer en rituel, c'est-à-dire de profiter de la capacité de Saeli qui va faire réduire le coût de votre prochain sort pour que le coût de X soit encore plus élevé. Donc, écoutez, voilà, c'est un conseil, à vous de voir après. Évidemment, on peut quand même flasher des artefacts, flasher des artefacts, hein, techniquement, depuis votre bibliothèque, durant le tour des adversaires si vous en avez vraiment besoin. Mais après, le conseil, c'est de pouvoir vraiment essayer d'abuser de Saeli un maximum, même avec ce sort. Et justement, on parle de Saeli, eh bien, parlons du tuto assimilé, entre guillemets, de la directive de Saeli, qui coûte X et 3 mana rouges, un rituel, avec aussi l'improvisation, et qui va en fait révéler les X cartes du sud de votre bibliothèque, et vous allez mettre tous les artefacts qui coûtent X ou moins, parmi eux, sur le champ de bataille. Derrière, l'avantage, c'est que là, on est vraiment en train de builder une énorme synergie autour des artefacts. Si vous perdez quelques sorts colorés, quelques sorts qui ne sont pas des artefacts, je pense que ça sera très, très léger par rapport à ce que vous pouvez faire avec cette carte-là. Pour moi, la directive de Saeli, il y a vraiment moyen d'en faire quelque chose d'assez fort. Si vous arrivez à générer suffisamment de mana, si vous arrivez à générer avec Saeli une réduction de coût assez impressionnante, ça peut aller très vite, je pense. Au tour 5 ou 6, on peut se retrouver avec une directive de Saeli qui part très très vite, à 10, 11 peut-être, et du coup qui va vous générer une tonne d'artefacts. Hein, parce que là, 10, 11, on part quand même sur les plus gros artefacts du deck, il n'y en a pas d'autres. Donc voilà. C'est une proposition. Ensuite, on va parler des bombes. Alors les bombes, qu'est-ce que c'est? C'est justement les cartes qu'on vise, les cartes qu'on a envie de voir dans le deck, et qui vont faire que ce deck, il va tourner. Avant de parler des bombes, des grosses bombes, celles qu'on a envie de voir, je vais vous parler de 3 cartes qui sont colorées, celles-ci. Ce sont les seules, en fait, que j'ai mises, et j'ai préféré les mettre avant pour que vous soyez au courant qu'elles sont là. Il y en a une, c'est une bombe, surtout qui va vous permettre de reprendre la partie en cours. C'est la maîtrise de la ferraille qui coûte 5 manas, dont 2 rouges. C'est un rituel qui va vous faire exiler, qui fait exiler à chaque joueur toutes les cartes d'artefacts depuis son cimetière, puis ensuite qui fait sacrifier à tout le monde les artefacts qu'il possède, et qui remet sur le champ de bataille toutes les cartes qui ont été exilées. Donc le but c'est, vous avez été board wipe, vous avez pris quelque chose qui détruit tous les artefacts. Ça existe, je suis désolé, ça existe. Mais de l'autre côté, vous avez la maîtrise de la ferraille qui vous permet de revenir dans la partie. Certes, ça n'est qu'une carte, mais quand elle arrive en jeu, je pense que c'est quand même une carte à laquelle il n'y a pas beaucoup de réponses. Si jamais vous avez déjà perdu tous vos artefacts, ça m'étonnerait qu'il y ait un autre deck qui joue lui aussi encore quelque chose qui va détruire tous vos artefacts une nouvelle fois. C'est généralement la solution que tout le monde attendait. Donc la maîtrise de la ferraille, c'est votre solution pour revenir dans le jeu. Voilà, après si vous avez quelques petits artefacts à sacrifier derrière, c'est pas bien grave. L'essentiel c'est que vous ayez beaucoup d'artefacts qui reviennent sur le champ de bataille. Et pour 5, je trouve que c'est suffisamment peu cher pour être intéressant. Une de mes cartes préférées ensuite, c'est l'Escoufle en fer tyran qui coûte 6 dont 2 mana rouge, un dragon tout simplement. 6-5 vol avec le pétillement. Et à chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, vous acquérez en fait le contrôle de tous les artefacts que ce joueur contrôle. Et derrière, si au début de votre entretien, vous avez au moins 20 artefacts sous votre contrôle, vous avez gagné la partie. Bon, c'est une condition de win un peu aléatoire, enfin pas aléatoire, puisque vous avez quand même énormément d'artefacts dans votre deck, et je pense que vos adversaires vont vite essayer de faire le compte pour voir si jamais vous avez l'Escoufle en fer tyran. Mais pour moi c'est une solution, c'est quand même un petit bonus non négligeable de pouvoir aussi récupérer les artefacts des adversaires. C'est une proposition que je vous fais, après à vous de voir si elle vous plaît ou non. Ensuite on a la dernière carte, alors celle-ci je l'aime beaucoup mais beaucoup ne l'aiment pas. C'est Expropriate, expropriation en français, même si la carte n'existe qu'en anglais, étant sortie en Conspiracy 2. Elle coûte 7 mana plus 2 bleus, c'est un rituel avec le dilemme du conseil. En commençant par vous, chaque joueur vote pour temps ou argent. Pour chaque vote temps, vous allez prendre un tour supplémentaire après celui-ci, et pour chaque vote argent, vous choisissez un permanent contrôlé
par celui qui a voté, donc du coup argent, et vous en gagnez le contrôle. Et ensuite vous exilez Expropriate pour éviter de faire des combos débiles. Voilà. Mais l'avantage c'est qu'en plus, alors une petite précision de règle, vous choisissez un permanent, vous ne ciblez pas un permanent. Donc du coup, tout ce qui est défense talismanique et linceul, vous passez au-dessus. Donc voilà, ça c'est pour préciser. Expropriate, c'est vraiment pour moi un gros bouleversement de partie, sachant que les joueurs vont chacun choisir pour ce qui les arrange le plus. Donc s'ils ont des grosses cartes sur le board, ils vont évidemment choisir de vous faire gagner un tour supplémentaire, ce qui va vous permettre de prendre énormément d'avance. Parce que dans le deck Saeli, je pense que chaque tour va être essentiel. Chaque tour, vous allez pouvoir accumuler plus d'artefacts, vous allez pouvoir faire une grosse réduction de coûts, lancer éventuellement un gros sort, éventuellement repiocher du gaz, faire gagner des tours, ça peut aussi être une aubaine. Et puis après, piquer les plus gros permanents de vos adversaires, à mon avis, vous en serez content aussi. Alors, passons aux artefacts et aux cartes incolores qui sont dans ce deck. On a tout d'abord la sphère de bataille Myr, donc on en a parlé, une grosse sphère Myr qui fait en plus 4 tokens, qui se booste, qui fait des dégâts directs pour 7, voilà. Donc on est content, c'est un classique, on le garde. Ensuite j'ai 2 Planeswalkers pour vous, 2 Planeswalkers incolores. Non, il n'y a pas le petit Karn, laissez-le de côté, merci. On a Karn libéré tout simplement, le grand Karn, qui coûte 7 mana, qui arrive avec 6 marqueurs de loyauté. Le plus 4 exile une carte de la main d'un joueur. Le moins 3 exile un permanent ciblé, donc là c'est encore mieux, c'est du removal, c'est pour ça qu'on s'y intéresse. Et le moins 14, voilà, vous permet de recommencer la partie avec les cartes exilées, directement sur le champ de bataille, sur votre contrôle. Donc, l'intérêt ici, c'est surtout le moins 3, le plus 4 à la limite pour remonter Karn pour qu'il ait un peu de gaz. Mais en fait, Karn devient un anti-permanent sur patte. Il va gérer un maximum les adversaires et les permanents qui peuvent vous embêter. Et justement, l'autre Planeswalker incolore, lui aussi, va vous aider dans cette direction-là. C'est Hugin, le dragon esprit, qui coûte 8 mana. Il arrive avec 7 marqueurs de loyauté, lui. Il a un plus 2 qui inflige une bolt. Voilà, c'est foudre. Vous infligez 3 blessures à n'importe quelle cible, c'est réglé. Le moins X qui va exiler chaque permanent avec un coût converti de mana inférieur ou égal à X qui a au moins une couleur, étant donné qu'on joue un deck artefact. Le fait d'avoir Hugin derrière qui va dire « Ok, la plupart des cartes de mon deck, la plupart des permanents ne sont pas touchés par mon moins X », c'est énorme. L'avantage c'est que là en plus vous exilez les permanents adverses, ça fait vraiment extrêmement mal. Donc, très intéressant Hugin avec son moins X, et en plus vous avez un petit moins 10 qui est bonus, vous gagnez 7 points de vie, vous piochez cette carte, puis vous mettez sur le champ de bataille jusqu'à 7 cartes de permanent depuis votre main. Donc très intéressant aussi si jamais vous avez envie de sortir vos gros spoilers, que vous avez la possibilité de jouer avec Hugin là-dessus, donc on adhère totalement. Alors, on va commencer dans la section un petit peu sale. Sale pourquoi? Parce qu'on va parler Eldrazi. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. J'aurais bien voulu ne pas mettre des Eldrazi, mais c'était pas possible de ne pas passer... Enfin, c'était pas possible de passer à côté d'eux, en fait. Là, on était vraiment trop... Il y avait trop de choses, trop de réduction de coûts. Les Eldrazi aiment bien la réduction de coûts. Ça peut vraiment être intéressant, même si ce ne sont pas des artefacts. J'en ai mis quelques-uns, désolé. C'est une proposition, après à vous de voir si vous souhaitez les mettre ou pas. On a tout d'abord l'artisan de Kozilek, qui coûte 9, c'est une 19, qui va renvoyer sur le champ de bataille une carte de créature depuis votre cimetière au moment où vous allez le lancer. Donc là, c'est très intéressant à savoir. Et derrière, en plus, il a l'annihilateur 2. Donc à chaque fois que cette créature attaque, le joueur défenseur sacrifie le permanent. Donc annihilateur, une capacité très chiante. Mais bon, voilà. Il faut ce qu'il faut pour gagner, mais surtout là, on a de la récursion. On a un moyen de ranimer une bête, peu importe son coût de mana. Ce qui va nous intéresser aussi par rapport aux autres bombes qui sont encore après. On a l'ancienne idole de pierre, que j'ai bien aimé dans l'analyse du deck Commander 2018, donc je l'ai gardé. Et voilà, il réduit son coût tout seul, même sans que Saeli soit là. C'est un gros artefact 12-12 pour 10, donc déjà de base, moi je suis plutôt content. Et voilà, avec Saeli, ça peut être encore plus efficace, donc je l'ai laissé dedans. Ensuite, on a Ulamog, la voracité insatiable. Oui, un autre Eldrazi, une créature légendaire Eldrazi, c'est l'un des papas, qui coûte 10, et c'est une 10-10 indestructible. Et quand vous le lancez, vous exilez 2 permanents ciblés. Et en plus, quand il attaque, le joueur défenseur exile les 20 cartes du dessus de sa bibliothèque. Donc vous pouvez meuler un adversaire à mort, enfin même plus que meuler, puisque vous exilez, c'est de la super meule. Mais derrière, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la capacité quand vous le lancez. C'est-à-dire, le fait d'exiler 2 permanents ciblés, c'est encore une fois un moyen de gestion. C'est juste... vous prenez une avance considérable déjà avec la réduction de coûts grâce à Saeli, mais le fait d'avoir en plus le fait que vos bombes vont vous permettre de rester devant et d'enfoncer un petit peu plus vos adversaires et d'enlever leurs moyens de gestion et leur combo éventuellement dans leur deck, c'est vraiment plus qu'intéressant et je pense qu'on ne peut pas passer à côté.
L'autre papa Eldrazi que j'ai mis dans le deck, c'est Kozilek, Boucher de la Vérité. Non, c'est pas celui de la même édition, justement. Donc il coûte 10, c'est une 12-12. Quand vous le lancez, vous piochez 4 cartes. Annihilateur 4, et en plus, quand il est mis au cimetière depuis n'importe où, vous le remélangez à la bibliothèque. Donc très intéressant parce que pioche 4, direct. Honnêtement, avoir un moteur de pioche sur une créature de cette envergure, c'est quand même pas mal. Sachant que derrière, bon, Annihilateur 4, bon voilà. Hein. Et en plus, il y a un moyen de récursion, vu qu'il revient dans sa bibliothèque en permanence. Donc très intéressant. Voilà, bon, Annihilateur, c'est peut-être la capacité qui va vraiment emmerder vos adversaires, qui va faire que vous allez hésiter à le mettre. Après, voilà, à vous de voir si vous voulez pas le troquer contre l'autre version, mais je l'aime beaucoup moins, donc voilà. Bon, on revient un petit peu sur les artefacts, histoire de se détendre un peu après ces Eldrazi. On passe au Colosse de Métallurgie, qui lui est plutôt sympathique, hein, une 10-10 pour 11, qui en fait coûte X de moins à lancer, X étant le coût converti de mana, le coût converti total de mana, pardon, des artefacts non créatures que vous contrôlez. Donc là, l'intérêt, c'est justement avec tous les cailloux, les artefacts utilitaires dont on a parlé tout à l'heure et qui ne sont pas des créatures, de réduire son coût à fond, sachant quand même qu'actuellement, il y a quand même un deck combo autour en standard qui existe, alors on est très fond du standard, hein, mais il existe quand même. Et il a une autre capacité sympa aussi, de la récursion. Sacrifier 2 artefacts, renvoyer sur le champ de bataille, renvoyer dans votre main le Colosse de Métallurgie depuis votre cimetière. Donc voilà, vous pouvez quand même le faire revenir dans votre main et le relancer éventuellement pour pas trop cher. Alors, on va parler maintenant de 2 colosses. Il y en a un qui est sympa et l'autre qui l'est beaucoup moins. Je pense que quand j'aurai lu le premier, vous comprendrez de quoi je parle. C'est le Colosse de Sombracier, le premier, qui coûte 11, c'est une 11-11 piétinement, indestructible, c'est un Colosse de Sombracier, c'est logique. Et si jamais il devait être mis au cimetière d'où qu'il vienne, et bien vous le mélangez à la bibliothèque, hein. Voilà, très sympa. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est sa version plus chiante, le Colosse de Pestacier, donc qui est une 11-11 pour 12, qui a le piétinement et l'infection, qui est aussi indestructible, et s'il devait être mis au cimetière d'où qu'il vienne, et bien vous le remélangez à la bibliothèque. Alors là, voilà, bon, le Colosse de Sombracier, je pense que vous pouvez vous permettre de le mettre sans aucun problème. Le Colosse de Pestacier, je pense que si vous avez un groupe de jeu qui adhère pas trop à l'infection, il va falloir voir avec eux, ou alors établir une règle entre vous, du style par exemple, l'infection, il faut 20 marqueurs poison en commandeur pour le faire, ce qui n'est pas le cas actuellement dans les règles du commandeur, hein. Je vous rappelle que c'est toujours 10 marqueurs poison pour tuer, même en commandeur. Donc le Colosse de Pestacier, c'est un insta-kill en fait, si jamais vous arrivez à passer à travers les défenses adverses. Donc, prudence. Ça, c'est voilà, 2 cartes que je vous conseille, c'est quand même des bombes à côté desquelles on ne pouvait pas passer. Du coup, je vous les laisse là dans la liste, à vous de voir après si vous voulez jouer avec. Et on va finir avec un dernier Eldrazi, peut-être celui que j'aime le moins, enfin, que j'aime le moins dans le sens pas fun. C'est lui qui trahit, une 11-11 pour 12, qui a l'annihilateur 2, mais surtout quand un adversaire sacrifie un permanent non jeton, vous mettez cette carte sur le champ de bataille sous votre contrôle. Donc là c'est énorme parce que l'annihilateur c'est déjà une capacité qui met aux adversaires derrière. Ça fait sacrifier des permanents. Mais en plus, là, lui, il va vous dire, ok, je vous enfonce, et en plus moi je récupère ce que je vous ai défoncé en fait. Donc c'est tout l'intérêt, c'est vous avez vraiment un avantage que vous poussez encore plus avec cet Eldrazi là. Voilà, donc écoutez, vous savez à quoi vous attendre avec celui-là. Alors, j'ai des sorts de protection pour vous après ces bombes. J'en ai 2 seulement. Et oui, en dehors de tout ce qu'on avait déjà évoqué dans la partie utilitaire, autour des artefacts, il fallait quand même qu'on ait quelques board wipes, c'est-à-dire des race boards de manière générale. J'en ai 2 à vous proposer. Le premier, c'est simple, on est en train de parler d'un deck qui joue bleu. Quel board wipe on joue en bleu? On joue une faille cyclonique, tout simplement. Un éphémère pour 2, dont un bleu, qui renvoie un permanent non terrain ciblé que vous ne contrôlez pas dans la main de son propriétaire. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est le coup de surcharge pour 7, dont un bleu, qui va faire que ça soit chaque permanent non terrain que vous ne contrôlez pas, qui retourne dans la main de son propriétaire. Donc, très intéressant, ça ne touche pas votre board, c'est tout l'intérêt de ces 2 sorts de protection que je vous propose, c'est que votre board reste tel qu'il est. Parce que le but, c'est de faire en sorte que le board soit à votre avantage en permanence. Ensuite, tout n'est que poussière. Et oui, on parle de sorts incolores, on parle d'artefacts, on parle d'Eldrazi aussi. Donc forcément, il fallait que je le joue. C'est un rituel tribal Eldrazi qui coûte 7. Chaque joueur sacrifie tous les permanents colorés qu'il contrôle. Donc là, tous les permanents colorés, c'est énorme. On est en train de parler du board wipe de l'apocalypse, quoi. De toute façon, tout n'est que poussière, même le titre est classe. Et derrière, c'est du sacrifice surtout. Donc l'indestructible, ça passe au-dessus. Vraiment, moi je vous le conseille celui-là. Bon, il coûte peut-être un petit peu cher, là j'ai plus le prix en tête au moment où j'enregistre la vidéo.
mais c'est un de mes gros conseils vu qu'on joue de l'incolore quand même à tour de bras. On va parler de quelques terrains spéciaux maintenant. Alors quand je parle de terrains spéciaux, ce sont des terrains qui synergisent avec le commandant. On va pas parler de tout ce qui est les terrains qui font 2 couleurs de mana, bleu et rouge. Ça je pense que vous pourrez les trouver assez facilement en vous renseignant à droite à gauche, plus les decklists qui peuvent déjà exister sur le net. On a tout d'abord les 3 terrains artefacts, la citadelle de Sombracier, le grand fourneau et le siège du synode. Ensuite on a besoin d'un peu de récursion dans ce deck, donc on a gardé la ruine ensevelie, qui se sacrifie pour aller chercher un artefact dans votre cimetière, le mettre dans votre main. Mais j'en ai un autre à vous proposer qui est encore meilleur, c'est les ruines de l'académie, un terrain légendaire celui-ci qui fait du mana incolore, ou pour 2 dont un bleu et qui s'engage, pour mettre l'artefact ciblé de votre cimetière au-dessus de votre bibliothèque. Alors certes, c'est au-dessus de votre bibliothèque, il y a un mana bleu dans le coup d'activation, mais c'est un terrain qui s'utilise à chaque tour. Donc, contrairement à la ruine ensevelie, vous l'aurez fait une fois, c'est réglé. Les ruines de l'académie, ça c'est un terrain qui va vraiment permettre, sur le long terme, de quand même essayer de garder ces fameux artefacts que vos adversaires auront peut-être détruits. Un petit terrain, alors celui-là c'est plus pour les couleurs de mana, mais pour savoir qu'il existe, qu'il y a une synergie autour des artefacts avec celui-là, c'est la tour de l'industrie, qui fait du mana incolore, ou en payant un point de vie qui fait un mana de n'importe quelle couleur de votre choix, si vous contrôlez un artefact au minimum. Et le dernier terrain spécial que je vous propose, c'est la foire des inventeurs, que j'aime beaucoup, un terrain légendaire. Au début de votre entretien, si vous contrôlez au moins 3 artefacts, vous gagnez un point de vie, donc c'est du tempo, c'est bien, ça fait du mana incolore. Et derrière, vous avez un tuto dessus, qui coûte 4 à activer, et en sacrifiant la foire des inventeurs, vous cherchez dans votre bibliothèque une carte d'artefact, vous la révélez, vous la mettez dans votre main, mais surtout, vous ne pouvez l'activer que si vous contrôlez au moins 3 artefacts, ce qui sera quand même très souvent le cas. Donc un bon petit tuto en plus, si jamais vous manquez de tuto, vous les avez pas vus dans le deck, vous avez moyen d'utiliser donc du coup la foire des inventeurs à la place. Alors on passe à la deuxième partie, parce que là on a fait le tour un petit peu du deck. Maintenant il nous reste un petit peu les cartes récentes dont on va parler. Cartes récentes, c'est-à-dire qui synergisent autour des artefacts. Pas forcément qui sont non plus... qui vont remplacer les cartes du deck, hein, ça il y a des cartes qui l'ont déjà faites. Il y a des cartes sur lesquelles j'ai hésité, donc n'hésitez pas à me dire si vous pensez que celle-ci serait peut-être un peu mieux que celle-là, par rapport au deck de base. Et voici ma petite liste de quelques cartes pour moi qui fonctionnent bien dans ce deck et qui peuvent vraiment avoir des effets intéressants. Tout d'abord, la production mécanisée. C'est un enchantement un petit peu boui-boui, il coûte 4 dont 2 bleus. C'est une aura qui va se mettre sur un artefact que vous contrôlez et qui va faire une copie au début de votre tour d'un artefact de l'artefact enchanté, pardon. Et si juste après ça vous contrôlez au moins 8 artefacts ayant le même nom, vous gagnez la partie. Alors sachant que c'est pas forcément 8 artefacts qui ressemblent à celui que vous avez enchanté. C'est 8 artefacts, peu importe le board, ça peut être 8 cerveaux par exemple. Alors que vous avez enchanté, je sais pas, un caillou, pourquoi pas. Donc voilà, moi je l'aime bien, c'est quand même toujours générateur de tokens, derrière qui va permettre de, pourquoi pas, dédoubler vos différents artefacts, avoir des effets d'arrivée en jeu. Hein. Voilà, donc moi je le trouve intéressant. Ensuite, prochaine carte, c'est une carte de M19, c'est Sai, maître mécanoptériste, mécanoptériste, qui coûte 3 mana, c'est une créature légendaire humain artificier, 1/4. Chaque fois que vous lancez un sort d'artefact, vous allez créer un mécanoptère, avec le vol encore une fois, et vous pouvez payer 2, sacrifier 2 artefacts pour piocher une carte. Donc c'est un petit moteur de pioche qui fonctionne sur le sacrifice, c'est pas trop synergique avec Saeli, mais au moins c'est quand même quelque chose qui va vous faire des artefacts en plus quand vous en lancez, donc c'est là-dessus surtout ce qu'il faut compter sur cette première capacité. Ensuite on a Tezzeret, celui du Planeswalker deck de M19, Tezzeret machiniste cruel, coûte 6, qui arrive avec 4 de loyauté, qui vous fait piocher une carte avec le +1, qui vous fait un 0 ou un artefact ciblé devient une créature 5/5 en plus de ses autres types, donc voilà, assez intéressant aussi, ça permet de bourrer avec, pourquoi pas, un petit mécanoptère qui traîne par ici. Ensuite, on a le -7 qui met sur le champ de bataille face cachée n'importe quel nombre de cartes de votre main. Ce sont des créatures artefacts 5/5, donc ça crée des créatures artefacts avec les cartes dont éventuellement vous ne vous servez pas. Pourquoi pas des terrains par exemple, on n'en a pas besoin, hein, parce que si on en a déjà assez, c'est bon. Donc moi je l'aime bien ce Tezzeret. Une carte Dominaria maintenant, un artefact légendaire véhicule, c'est évidemment l'Aquilon, qui coûte 4 mana. Il a le vol et c'est une 4/5 quand il est piloté, et à chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, vous regardez les 5 cartes dessus de votre bibliothèque, vous pouvez révéler une carte historique parmi elles et la mettre dans votre main. Donc c'est un petit moteur de pioche tranquille, bon évidemment quand il inflige des blessures, mais il a le vol. Après il a un pilotage 3, donc il faut faire attention évidemment dans le deck si vous avez suffisamment de créatures, et avec une force, avec des forces cumulatives qui vont arriver à 3. Donc
Voilà, moi je vous le conseille, il y a pas mal peut-être de véhicules qui pourront aussi rentrer dans le deck, alors plutôt ceux de Kaladesh, je conseillerais. Donc, enfin Kaladesh et Révolte Éthérique, bien sûr, hein, ces deux éditions-là. Vous pouvez regarder dans votre collection, sur les listes de cartes, s'il y en a certains qui vous intéressent ou que vous possédez. Une petite carte de Boui-Boui aussi de Dominaria, c'est l'auto-réplicateur de Mishra qui coûte 5 mana. C'est une créature artefact 2-2, et à chaque fois que vous lancez un sort historique, oui encore une fois, vous pouvez payer 1. Si vous faites ainsi, vous créez en fait un jeton qui est une capacité, enfin une copie pardon, de l'auto-réplicateur de Mishra, voilà, il se copie lui-même. Donc l'avantage c'est que vous pouvez réduire son coût très rapidement, hein, avec quelques cailloux, avec Saelis c'est vite réglé, il vous coûtera pas cher. Et derrière, bah, le fait que les sorts historiques ça englobe quasiment tout ce qu'il y a dans le deck, vous allez avoir un énorme avantage à pouvoir faire plusieurs copies de celui-ci. Allez hop, on fait une copie en plus, puis après on peut en faire deux parce qu'on a déjà la copie précédente qui est là, et etc. etc. Et ça s'enchaîne, juste en payant quelques mana, enfin un mana par copie c'est quand même pas énorme pour une 2-2. Donc on l'apprécie fortement. Encore une carte de Dominaria, parce qu'on n'en a pas assez. C'est Traxos, Fléau de Krug, qui est une créature artefact légendaire, celle-ci, qui coûte 4. C'est une 7-7 piétinement, qui arrive sur le champ de bataille engagé, qui ne se dégage pas pendant votre table de dégagement, ça vous rappelle quelque chose. Et à chaque fois que vous lancez un sort historique, vous le dégagez. Donc c'est tout l'intérêt vraiment, étant donné qu'on a énormément d'artefacts, enfin énormément de sorts historiques même de manière générale, de pouvoir le dégager. Vous n'avez même pas besoin de réduire le coût, parce que une 7-7 pour 4 déjà c'est fait exprès, hein. C'est justement pour attirer l'œil aussi. Donc Traxos pour moi qui peut complètement rentrer dans ce deck. Une carte sur laquelle j'ai beaucoup hésité à la mettre dans le deck de base, c'est la carcasse mécanique combustible qui coûte 6 dont 2 rouges, créature artefact 6-6 initiative en plus, hein, c'est toujours sympa comme capacité. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, l'adversaire ciblé peut vous faire piocher 3. Ou alors, s'il ne le fait pas, bah, vous allez en fait mettre les 3 cartes dessus de votre bibliothèque au cimetière et infliger autant que le coût converti total de mana à l'adversaire justement qui a refusé de vous faire piocher. Donc très intéressant, un bon moteur de pioche ou alors de gros dégâts qui peuvent sortir parce que vous avez quand même des grosses cartes dans le deck qui vous sont proposées. Donc pourquoi pas. Une petite carte sympathique ici, c'est la baguette transfiguratrice qui coûte 3, un artefact qui arrive avec 3 marqueurs charge sur elle. Et derrière, vous allez en fait avoir, pour 1, l'engager, retirer un marqueur, détruisez une créature ciblée, et vous allez créer un jeton de 4 bovidés sous le contrôle de son propriétaire. Et vous pouvez seulement le faire en rituel, mais bon, c'est un petit anti-bet sympa. Bon, ça fait des 2-4, mais les 2-4 sont quand même moins imposantes que certaines créatures qui sont disponibles en commandeur. Une autre carte sur laquelle j'hésite beaucoup, vraiment beaucoup, c'est la baliste ambulante qui coûte XX, une créature artefact 0-0 qui arrive avec X marqueur +1/+1 sur elle. Vous pouvez payer 4 pour ajouter un marqueur supplémentaire, mais ça c'est pas trop le but. Et vous pouvez surtout retirer un marqueur +1/+1 pour infliger une blessure à n'importe quelle cible. Donc là tout est l'intérêt, vous pouvez cumuler un maximum de mana avec vos cailloux, avec la réduction de coût de Saeli, et derrière faire une baliste qui sera peut-être 10-10, pourquoi pas, si jamais on veut rêver un petit peu. Et ça fait quand même 10 dégâts que vous pouvez répartir comme vous voulez, quand vous voulez, donc pourquoi pas. Un artefact utilitaire assez sympathique, c'est le bâton de Nin, qui coûte 6 mana. Au début de votre entretien, vous piochez une carte et vous pouvez l'engager pour infliger une blessure à n'importe quelle cible. Il vient de Commander 2017, donc du coup il y a un an. Si jamais vous arrivez à mettre la main dessus, ça peut être intéressant. Un autre véhicule que j'ai ressorti, c'est la caravane de cultivateur qui coûte 3. Et vous pouvez rajouter en fait un mana de la couleur de votre choix en l'engageant. Elle se pilote pour 3 et c'est une 5-5 quand elle est animée. Donc moi je la trouve intéressante surtout pour le côté cailloux, si jamais vous n'avez pas les cailloux dont je vous ai parlé. Donc voilà, pourquoi pas. Ensuite, pour remplacer peut-être le simulacre solennel, ou pour s'ajouter au simulacre solennel, on a le familier de filigrane, un petit simulacre qui coûte 3. C'est une 2-2 créature artefact qui, quand elle arrive sur le champ de bataille, vous fait gagner 2 points de vie, et quand elle meurt, vous piochez une carte. Donc c'est à peu près pareil, sauf qu'à la place d'aller chercher un terrain, elle vous fait gagner 2 points de vie. C'est peut-être un petit peu moins intéressant, mais c'est aussi un peu moins cher, donc pourquoi pas. La prochaine, je l'aime beaucoup, c'est la carte au trésor qui coûte 2 mana. Vous pouvez payer 1, l'engager pour faire un regard 1, et vous mettez un marqueur repère ensuite dessus. Et s'il y a au moins 3 marqueurs repères sur elle, vous retirez ces marqueurs, vous la transformez en carte au trésor, et vous créez 3 jetons trésor, donc ils peuvent vous faire du mana en se sacrifiant et s'engageant. L'avantage c'est que, pardon, c'est pas la carte au trésor, c'est la crique au trésor dans laquelle il se transforme, et qui lui est un terrain qui fait du mana incolore, ou alors qui s'engage et vous fait sacrifier un trésor pour piocher une carte. Alors bon, un moteur de pioche d'accord, mais surtout c'est que c'est quand même un artefact pour 2 qui, au bout de quelques tours certes, va vous faire quand même 3 artefacts supplémentaires. Donc assez intéressant. Une autre carte de Boui-Boui, celle-ci tirée de Dominaria, c'est l'Homme de la Multitude.
un artefact légendaire équipement qui coûte 4, et surtout en fait, pour la créature équipée, bon, équipement 5 c'est un peu cher, d'accord. Au début du combat en fait, elle va faire un jeton qui est une copie de la créature équipée, ce qui est déjà intéressant, mais surtout c'est un jeton non légendaire si la créature est légendaire. Et il acquiert la célérité, mais il n'est pas exilé à la fin du tour, il n'est pas enlevé, donc du coup c'est des jetons qui s'accumulent sur le long terme, et pour les créatures légendaires ça peut aussi être très très fun. Enfin, un autre caillou, peut-être un petit peu moins intéressant, mais c'est le Lotus Doré qui coûte 5 et qui fait 3 manas d'une seule couleur de votre choix. L'avantage c'est la réduction de coût de Saeli, là il faut compter dessus pour le lancer plus tôt, et qu'éventuellement il puisse se rembourser, hein, voilà, donc un Lotus Doré que vous allez lancer pour 3 c'est quand même très intéressant. Sachant que derrière, bon, une seule couleur de mana, on s'en fiche un peu, vu qu'en 2 couleurs c'est tout à fait acceptable. C'est sûr qu'à partir de 3 couleurs ça serait beaucoup moins acceptable en effet de prendre cette carte-ci. Un petit artefact de gestion, encore une fois, de Dominaria. Oui, mais oui, Dominaria, il y a beaucoup de choses. Qui coûte 4 mana. C'est tout simplement le manipulateur glacial. Vous avez une capacité très sympathique qui s'active pour pas cher. Pour 1 mana, vous l'engagez, vous engagez un artefact ciblé, une créature ciblée ou un terrain ciblé. Donc voilà, un bon petit artefact de gestion qui s'intègre bien dans le deck, qui permet de protéger un petit peu notre board. Enfin, le Mox d'Ambre, un artefact légendaire qui coûte 0, qui en s'engageant, ajoute un mana de la couleur de votre choix parmi les couleurs des créatures et des planeswalkers légendaires que vous contrôlez. Moi j'ai hésité beaucoup à le mettre dans le deck de base, mais j'ai un doute sur sa fonctionnalité et sur le fait qu'il va tourner. Est-ce qu'on va suffisamment avoir de créatures légendaires pour que ça tourne bien? J'ai un doute. Donc, de côté, dans cette liste-ci, plutôt. Une autre carte de Dominaria, et c'est la dernière que je vais vous proposer. Ah non, j'en ai encore une, tiens, j'ai une idée qui me vient tout de suite. C'est le Portail Temporal Tran, qui coûte 4 mana, c'est un artefact légendaire lui aussi, et pour 4, vous l'engagez, vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de permanent historique de votre main, donc encore une fois les artefacts, les créatures légendaires, les planeswalkers légendaires. Voilà, très intéressant aussi là-dessus. Ça permet aussi de cheater le coup de mana, c'est même plus de la réduction à ce niveau-là, donc moi je vous le conseille. Et donc la carte que je rajoute maintenant dans ma liste de conseils pour les cartes récentes, c'est le Panharmonicus, qui est un artefact pour 4 de Kaladesh, qui fait que si jamais un artefact ou une créature qui arrive sur le champ de bataille déclenche une capacité d'un des permanents que vous contrôlez, vous copiez en fait cette capacité, enfin pardon, vous ne copiez pas, vous déclenchez cette capacité une fois de plus. Donc l'intérêt c'est justement de pouvoir doubler les effets d'arrivée en jeu, du style voilà Simulacre Solennel ou le Familier de Filigrane, de dire bah voilà maintenant on va doubler ces effets d'arrivée en jeu parce que Panharmonicus est sur le champ de bataille. Donc très intéressant si vous voulez jouer là-dessus, si vous voulez builder le deck plutôt dans cette direction-là. Moi je vous le conseille, ça peut vraiment être sympa. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Saeli la talentueuse. J'espère que ce petit deck tech vous a plu. Si jamais vous avez aussi des cartes que vous voulez proposer, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et éventuellement à mettre un lien vers la carte en question pour que les gens qui regardent la vidéo, qui regardent un petit peu vos commentaires pour voir ce que vous avez dit, n'hésite pas à regarder un peu ce que la carte fait en elle-même et se renseigner un peu dessus. Moi je regarderai aussi vos différents conseils et astuces sur le deck de Saeli la talentueuse. Mais voilà, c'était mon deck tech, mon petit deck que je vous propose. J'espère qu'il vous plaira si jamais vous décidez de le construire tel quel. N'oubliez pas que le lien du deck en entier sera dans la description avec le lien Magicville. Donc voilà, comme ça vous aurez la liste si vous voulez passer au-dessus de la vidéo, éviter de repasser ici durant tout ce temps pour écouter mes commentaires. Comme à chaque fin d'épisode, on va remercier Geoffrey Palmer qui a fait l'animation de cartes dans l'introduction de la vidéo. Vous pouvez le retrouver sur Twitter @livingcardsmtg, MTG en français. Vous pouvez aussi retrouver la tour de commandement sur Twitter @tourdecom avec 2 M. Et vous pouvez me retrouver moi et Runim sur Twitter aussi @erunimfr. Prochain épisode, on va s'attaquer à l'un des commandants du deck enchantement. Je ne vous dis pas encore lequel, et oui, mais j'en choisirai un parmi les 3, à vous d'essayer de deviner. Sur ce, je vous remercie fortement d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la commenter, de la partager, ça fait toujours plaisir et ça fait du bien à la chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine, salut à tous et bye bye!